bienvenue à toutes et à tous pour cette grande première dans notre jeune histoire et dans ce cycle d'exposés conférences sur l'état du monde qu'on va lancer, que nous lançons. Et un immense merci à Véran finalement d'être la pionnière hein, de ces conférences pour aujourd'hui. Euh, je voudrais juste resituer un tout petit peu, je ne vais pas parler longtemps parce que c'est surtout de laisser la parole ensuite à Véran, mais juste resituer un tout petit peu le contexte dans lequel nous faisons ça. Alors, je vois qu'aujourd'hui, il n'y a que des personnes qui sont directement connectées à Circle for Future. Donc, alors, il y a Léo, c'est Léo, hein, c'est ça que C'est voilà. ça. Léo, je suis sûr que Delphine lui a déjà parlé de ce qu'était Circle for Future. Je ne vais donc pas faire un long discours là-dessus. Vous C'est connaissez. quoi Circle for Future? Oui, ça peut intéresser Delphine, en effet. Voilà, peut-être que ça te permettra de comprendre. Vous savez que l'engagement est au cœur de Circle for Future, hein. La contribution, puisque notre but, notre rôle, c'est de soutenir des personnes qui veulent s'engager, qui veulent agir pour un monde respectueux de l'humain, du vivant et de la planète. Et la conviction profonde qu'on partage, c'est que pour s'engager, il faut d'abord connaître, il faut d'abord savoir de quoi on parle, connaître finalement l'état des lieux, des choses. En fait, c'est ce dont il est question à travers ces cycles de conférences. Ça va être vraiment de collectivement et au fur et à mesure où notre communauté va s'agrandir, c'est collectivement apprendre ensemble à partir de tous ces sujets qui vont être présentés. Et ils ne sont pas présentés par n'importe qui, ils sont présentés par les personnes qui sont dans le parcours de certification de Circle for Future pour devenir les accompagnants des futurs cercles Circle for Future. Et en fait, on leur demande de choisir un sujet qui les touche particulièrement, qui les concerne, qui les appelle ou qui les intéresse particulièrement, et de creuser ce sujet pour, à un moment donné, en faire une restitution. Et ben, c'est ce qu'on va faire là, avec Véran qui va nous expliquer pourquoi elle a choisi ce sujet et puis surtout nous en parler. Merci beaucoup d'investir du temps et de l'énergie avec tous ensemble ce soir pour aborder un sujet qui me touche parce que moi, de premier métier, je suis pharmacien dans une première vie, pharmacien industriel. Et depuis maintenant 11 ans, je suis coach et dans Circle for Future, dans le cercle des coachs engagés. Bon, en tout cas, vraiment, moi, une grande fierté, une grande joie à préparer le sujet. C'est un sujet qui me touche, qui me concerne et dans lequel j'ai un intérêt parce que peut-être on le verra dans la partie débat, il y a quelque chose d'important qui se passe dans le monde, en tout cas, concernant cette santé. Pour refaire le lien avec Circle for Future et le lien avec ce que nous étudions tous par rapport au leadership éthique et la fameuse boussole des 7 besoins, eh bien, en tout cas, cet exposé va apporter ou rejoint la notion de santé, bien évidemment, la notion d'information juste et globale, la notion de respect de soi et des autres, et puis la notion d'équilibre et de bien-être. L'intention, et là je te cite Antoine, eh bien d'aller au constat en profondeur pour le traverser, vraiment dans ce U. Et puis, de quoi j'ai pris conscience sur l'état de santé du monde. Donc, il y aura, moi, ce que j'ai pris conscience, et peut-être vous, à la fin de cet exposé. Et puis, les pistes que j'ai pu découvrir en ouverture. Mais avant ça, j'imagine que vous arrivez, que vous avez déjà une journée derrière vous. Hein, donc, je voudrais qu'on se propose juste 17 secondes pour se regarder et se sourire vraiment de façon continuelle pendant 17 secondes pour se faire un petit shoot d'ocytocine. Alors, c'est parti pour 17 secondes. J'ai mon timer à côté de moi.
Merci. Alors, voilà, pour jouer un petit peu la carte de la santé, voilà, je mets une chemise verte et c'est en vert, puis je vais parler de protocole, puis on va parler bien sûr de symptômes et de diagnostics. De quoi parle-t-on quand on parle de santé? Parce que c'est un peu comme les mots coaching, il y a des mots comme ça qui veulent un peu rien dire. Faire un état des lieux très concret. Que s'est-il passé? Parce que pour pouvoir comprendre et peut-être s'inscrire dans la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Ouvrir bien évidemment des perspectives et puis, comme on est Circle for Future, voir loin, voir plus loin, qu'est-ce qui pourrait être envisagé. Alors, de quoi parle-t-on? Et là, je vais prendre mes lunettes parce que je vais carrément lire la définition de l'OMS qui date de 1946. La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Dans cette définition, justement, l'OMS, la santé représente un des droits fondamentaux de tout être humain, quelle que soit sa race, sa religion, ses opinions politiques, sa condition économique ou sociale. Elle implique la satisfaction de tous les besoins fondamentaux de la personne, qu'ils soient affectifs, sanitaires, nutritionnels, sociaux ou culturels. Donc là, gardez bien ça en tête parce que ça, c'est ce qu'il y a sur le papier. Et on va faire un état du monde ensuite. Et on voit bien tout de suite la notion de toute relative dans cette définition, puisqu'elle souligne la part subjective, globale, contextuelle, évolutive et multidimensionnelle de la notion de santé. Parce qu'en fait, on verra qu'une personne en fauteuil roulant peut être en meilleure santé qu'une personne ayant perdu son emploi. Il y a vraiment cette notion de relativité de la santé. Alors, on distingue différents types de santé. Il y a la santé mentale, et ça va être un état important dans notre débat ce soir. Donc, pareil, si je reprends une définition de l'OMS, dans lequel l'individu réalise son potentiel, peut faire face aux difficultés normales de la vie, travailler avec succès et de manière productive et est capable de contribuer à sa communauté. Donc, c'est un type de santé. Il y a la santé reproductive. La santé reproductive, c'est tout ce qui concerne la transmission du patrimoine génétique. Donc, ça va bien sûr de la notion de qualité des génomes, que ce soit spermatozoïde ou ovule, mais également la maternité, à savoir une absence de violence sexuelle ou sexiste, et puis tout ce qui est une diminution des expositions aux perturbateurs endocriniens. Et on verra qu'aujourd'hui, avec les polluants, c'est en tout cas un débat sur cette santé reproductive. On distingue également la santé au travail. Donc là, pareil, on connaît la quantité de burn-out et de stress aujourd'hui, donc c'est une santé, un type de santé en tant que tel. On parle de santé et d'environnement. Donc là, évidemment, l'impact extérieur et tout ce qui concerne nos environnements, que ce soit l'air, le bruit, tous les champs électromagnétiques, toute la radioactivité, tous les systèmes de pollution, qu'ils soient endogènes, exogènes. Et puis, c'est intéressant parce qu'il y a des études, en fait, depuis 1940, il y a des données écologiques et sanitaires à l'échelle planétaire qui, bien sûr, font émerger des maladies nouvelles. Et on dit qu'elles ont quasi quadruplé en 50 ans. Et on fait le lien direct avec la santé planétaire. Et là, la santé planétaire, ce n'est pas un sujet nouveau, puisque dès 1993, un médecin norvégien écrivait « Le patient Terre qui est malade », le patient Terre. Il faut attendre mars 2014 pour que la revue médicale The Lancet lance un appel à initier justement un mouvement pour la santé planétaire et transformer le domaine de la santé publique. Et c'est bien là, on va le voir, que le système de santé que l'on croit réduit à l'humain est bien une notion de santé publique. Alors, pourquoi je voudrais aussi revenir sur la notion relative de santé? C'est qu'aujourd'hui, on parle d'état de santé ressenti. Et ça, c'est un indicateur qui est publié tous les 2 ans, depuis 2002, par les pays de l'OCDE. Alors, on va parler de l'OMS, mais l'OCDE, pour rappel, l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique, qui est une organisation internationale qui regroupe 38 États dans le monde, dont le but est la mise en place de politiques pour une vie meilleure.
Donc, ça a démarré en 61. Je vous les décris juste parce que vous verrez que les chiffres de l'OCDE sont relativement représentatifs. Il y a l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Espagne, les États-Unis, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, le Luxembourg, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie. Puis se sont ajoutés le Chili, l'Estonie, Israël, la Slovénie, puis la Lettonie, puis la Lituanie et la Colombie. Et en fait, cet état de santé ressenti de l'OCDE montre en fait que depuis, à partir de 2002, 2008 et 2010 et depuis, eh bien en fait, quelles que soient les tranches d'âge, le pourcentage de femmes et d'hommes s'estimant être en bonne santé ou très bonne santé baisse. Et quel que soit même le niveau de revenu, parce que même dans le quintile des revenus élevés, il y a cette même proportion. Donc, une fois qu'on a déterminé ce qu'est la santé, eh bien, on va aborder cette fameuse santé dans le monde. Il faut savoir que la santé d'une population, c'est classiquement évalué en taux de mortalité, en morbidité ou en espérance de vie. Et retenez bien la notion d'espérance de vie parce qu'on va y revenir tout de suite. Avant d'aller dans les chiffres, je vais aborder avec vous cette notion de diagnostic. Donc, selon les l'OCDE, dire de quoi on meurt aujourd'hui. Et puis, il y aura un petit focus sur l'Europe, puisque voilà, je vous expliquerai la notion de données récentes et pas toujours très accessible. Alors, ce que je voulais partager avec vous, parce qu'avant même et ça, pour moi, ça a été une surprise, avant même de vouloir poser des chiffres, et ça, c'est un rapport, le rapport mondial 2020 sur la capacité des pays à produire des données sanitaires. Ce rapport est sorti là en juillet 2022. Et c'est donc l'OMS qui est à l'initiative de ce rapport. Et en fait, c'est pour montrer le besoin drastique qu'on a de données et d'informations pour aider les gouvernements justement à classer par priorité les défis sanitaires et puis allouer les ressources. Et en fait, entre 2013 et 2018, sur 133 pays, recouvrant 87% de la population mondiale à travers 673 enquêtes, utilisant l'outil technique SCORE. Donc SCORE, je vais juste décrire très brièvement. S, c'est pour surveiller les populations et les risques pour la santé. C, c'est comptabiliser les naissances, les décès et les causes de décès. Donc vous voyez qu'on va vraiment à des choses très basiques. O, optimiser les données de services de santé. R, réviser les progrès et la performance. Et E, encourager l'utilisation des données pour définir les politiques et les actions. Eh bien, selon le rapport, la fracture causée par la différence de revenus entre pays, entre les pays à revenus élevés et les pays à revenus faibles, se manifeste dans un manque de capacité des systèmes d'information sanitaire à s'attaquer à des domaines fondamentaux tels que l'enregistrement des naissances, les décès et les causes des décès. Donc, tout ça pour vous dire que l'accès, le besoin fondamental d'information, elle est vraiment très inégale. Revenons à un point qui fait le lien avec les Nations Unies et l'OMS, puisqu'en janvier 2020, le directeur général de l'OMS faisait un lien très concret entre l'importance dans la décennie qui arrive que la santé est un investissement dans l'avenir. On peut protéger des attaques terroristes, mais il avait très bien identifié, c'était le début du Covid, qu'une attaque virale peut mettre à genoux l'économie et les nations. C'est pour ça que la santé, de la sécurité sanitaire ne doit pas seulement dépendre des ministères de la Santé, mais c'est bien une santé publique qui relève d'un vrai choix politique. Et ça fait le lien avec le fameux besoin 2030 des Nations Unies qui ont souligné que ce serait une décennie d'action. Et je voulais rappeler ici les différents types d'actions, les défis qui sont proposés. Et le premier défi, c'est assurer l'hygiène des soins de santé. Et là, juste prendre conscience qu'il y a environ un établissement de santé sur 4 dans le monde qui est dépourvu de services d'approvisionnement en eau de base. Je répète, un établissement sur 4. Ça fait le lien direct avec le besoin d'assainissement de l'eau. Et là, moi, les chiffres m'ont vraiment stupéfaite. En 2020, il y a seulement 54% de la population mondiale
soit en gros 4,2 milliards de personnes, qui ont un accès à des services d'assainissement gérés de manière sûre. Seulement 54%. Ça veut dire qu'en 2020, 45% des eaux usées domestiques générées dans le monde ont été rejetées dans l'environnement sans avoir fait l'objet d'un traitement sûr. Ça veut dire que, bien sûr, on connaît, mais l'assainissement insuffisant est associé à des maladies diarrhéiques, bien sûr, choléra, dysenterie, tout ce qui est typhoïde, l'infection de tout type de vers, poliomyélite, etc., problème de retard de croissance, et que, bien sûr, un assainissement de mauvaise qualité porte atteinte au bien-être humain, au développement social et économique, avec les notions d'anxiété, de risque d'agression sexuelle, enfin de réduction des possibilités éducatives et professionnelles. Nous en sommes là. Troisième défi, donner plus d'importance à la santé dans le débat sur le climat. Les issues climatiques de notre planète sont en lien direct avec notre niveau de santé. Qui dit eau de mauvaise qualité, air de mauvaise qualité, qui dit réchauffement, l'hyperthermie. Et d'ailleurs, je l'ai mis en anglais parce que je l'ai vraiment extrait, toujours pareil de l'OMS, et moi aussi c'est quelque chose qui m'a choqué. 9 personnes sur 10 dans le monde respirent un air qui excède, enfin qui sort des limites en termes de pollution revendiquées par l'OMS. Il y a 3,2 millions de morts chaque année en lien avec les toxicités de chauffage de quotidien. Il y en a eu 2 millions, juste pour faire le parallèle, il y a eu 2,5 millions de morts de Covid pendant la période Covid. Là, c'est 3,2 millions par an. Donc, ceci étant posé, du coup, on peut avoir un regard et ça sera plus simple de comprendre, du coup, de quoi meurt-on. Donc, c'est vrai qu'il y a un décalage, il y a toujours un décalage pour avoir les données. Vous verrez qu'après, j'ai trouvé les données de 2021. En tout cas, là, pour l'instant, c'est entre 2000 et 2019 dans le monde, donc c'est le graphe de gauche, eh bien, nous mourrons de tout ce qui est en lien avec les maladies circulatoires, donc de cardiopathie ischémique. Donc là, c'est tout ce qui concerne en fait les rétrécissements des artères des cerveaux, d'accord. Donc on crée donc c'est en lien vraiment avec notre flux sanguin qui alimente le cerveau. On fait bien sûr des accidents vasculaires cérébraux. Donc on voit très bien qu'entre 2000 et 2019, on est passé de 2 millions à 8,9 millions. Après, c'est tout ce qui est en lien avec tous les excès respiratoires, donc tout ce qui est bronchopneumopathie chronique, obstructive, liée avec les respirations basses, tout ce qui est cancer, la partie Alzheimer et autres démences, on verra qu'on fera un lien avec notre stress. Évidemment, les maladies diarrhéiques, puisque c'est pour les personnes qui ne sont pas concernées par une eau salubre, diabète sucré et maladie rénale. Et donc là, c'est intéressant de constater que finalement, ce sont des maladies non transmissibles et c'est clairement notre système mode de vie qui est remis en jeu. Ce n'est pas des maladies transmissibles comme ça a pu être le cas avant. Et si on fait un focus sur les pays à revenus élevés, donc pays dits riches, PIB élevé, eh bien, c'est la même chose. Cardiopathie ischémique, Alzheimer et haute démence, AVC, cancer, donc tout ce qui est en lien avec les cancers, en lien avec les bronches, tout ce qui est système respiratoire, tous les cancers, côlon rectum, maladie rénale, cardiopathie hypertensive et puis diabète sucré. On verra qu'aujourd'hui, notre obésité, notre sédentarité, notre malbouffe, pour faire clair, est vraiment un point crucial. J'ai obtenu avec l'OCDE, il y a un panorama 2021, et là, ce sont les mêmes chiffres. Vous voyez bien que sur 11 millions de morts, 30% en lien avec les maladies du système respiratoire, 24% de cancer. Le cancer est passé maladie chronique. Maladie du système respiratoire, 10%. Maladie Alzheimer et haute démence, 9%. Donc là, ce qui vraiment est dénoncé, ce sont nos modes de vie qui sont remis en question. Dans ce rapport de panorama de la santé selon l'OCDE, ce que j'ai décrit tout à l'heure, ces fameux 38 pays, voici quelques extraits. Bien sûr, le Covid, parce que eux, justement, ils ont inclus le Covid en 2021. Donc, le Covid-19 engendre bien sûr d'énormes coûts et a révélé justement au grand jour la fragilité de nos systèmes de santé face à ce choc. 2,5 millions de décès dans les pays de l'OCDE et a des effets, bien sûr, dramatiques sur l'état de la santé mentale, qui est complètement aujourd'hui, à mon sens, sous-communiqué. L'espérance de vie, ça c'est très intéressant, a reculé.
C'est-à-dire que l'espérance de vie qui avait augmenté en lien avec nos progrès techniques, en fait, face à la hausse de taux d'obésité, de diabète, de vieillissement démographique, les pays ne parviennent pas à maintenir les progrès accomplis dans la réduction du nombre de décès dus à toutes ces maladies du système circulatoire. Les maladies respiratoires marquent vraiment la grippe, la pneumonie, et puis particulièrement dans la dernière décennie, a vraiment explosé. De même que les récessions économiques et les mesures d'austérité qui y sont liées. Il faut savoir que la crise économique de 2008 est associée directement avec une dégradation nette de la santé mentale. Donc, l'espérance de vie, et là, c'est clair, moins 1,6 ans aux États-Unis et pour l'Espagne, 1,5. Et puis, les conséquences de la pandémie, un drame pour l'équilibre psychique, et on verra qu'on fera un focus, et qui est en lien, bien sûr, avec des dépressions, et puis, bien sûr, en lien avec la mortalité. Autre chose, les modes de vie néfastes pour la santé et les mauvaises conditions environnementales continuent de dégrader la qualité de vie. Et on verra que, par exemple, pendant le choc sanitaire, nos comportements ont été vers plus de bouffe, plus d'alcool, plus de tabac, plus de drogue. À noter aussi que la dépense consacrée à la prévention des maladies est ultra faible. Et on verra que c'est peut-être ça la perspective. Et que Covid-19 a eu un impact sur les personnes non contaminées. Je vous montrerai le schéma derrière, c'est-à-dire que des chirurgies ne se sont pas faites, des diagnostics ne se sont pas faits, parce que c'est pas possible. Et puis, et ça c'est vraiment important, le nombre de médecins, d'infirmiers, donc de soignants, même s'il a augmenté au cours des dernières années, presque tous les pays de l'OCDE sont en pénurie qui persiste. Et c'est intéressant de voir que, en fait, le manque de personnel et de soins de longue durée se révèle plus problématique que le nombre de lits ou de matériel. Voilà un petit peu résumé, donc je n'ai pas pu le grossir plus, mais c'est juste pour démontrer en graphique ce que je viens de dire. Donc l'impact sur la santé mentale qui est absolument énorme, perturber les autres soins de santé, le Covid-19 qui a bien sûr fait exploser les augmentations des dépenses de santé, et puis tabagisme, consommation nocive d'alcool, obésité. Donc tout ceci en fait ne fait que augmenter. Si on fait un lien avec l'OMS, donc l'OMS, il y a 6 régions, et c'est partagé, les données de l'OMS sont partagées en 6 régions dans le monde. Et en fait, il y a très peu de régions qui ont des rapports concrets sur, peut-être en lien justement avec les problèmes d'accès à des données sanitaires. En tout cas, j'ai pu trouver la notion d'Europe. Et pour l'Europe, copier en tout cas les extraits, et juste pour noter que en Europe, en tout cas, on meurt avant 70 ans de maladies cardiovasculaires, enfin exactement les mêmes choses, de maladies respiratoires chroniques et de diabète, et que c'est une des pires régions, selon l'OMS Monde, avec les 2 risques facteurs qui sont le tabac et l'alcool. Et qu'on a pu constater que depuis le Covid, le Body Mass Index a augmenté. Et puis, c'est la région dans laquelle les mental health, donc tout ce qui est santé mentale, est vraiment un vrai paramètre considéré. Pourquoi ? Parce que le taux de suicide est plus gros dans toutes les régions du monde. Il faut savoir que le sentiment de solitude, de peur, de perspectives pessimistes, augmente tout ce qui est système de symptômes de dépression, et que c'est très fort, en tout cas en Europe. Alors, il y a cet état des lieux chiffré, et puis il y a aussi d'autres enjeux. Donc, l'autre enjeu, je viens d'en parler, c'est la notion de pénurie de soignants, et c'est mondial. Donc, voir après, on va voir dans les perspectives, il y a un digital qui arrive, voilà, on verra. En tout cas, ça, c'est un vrai… Et puis, post-Covid, le nombre d'étudiants, on le voit, moi je le constate très, très, très fréquemment. Et un thème capital qui, à mon sens, n'est pas assez posé, c'est l'antibiorésistance. Alors, l'antibiorésistance, c'est même des données qui sont sur le ministère de la Santé française, que je vais partager avec vous. L'antibiorésistance, c'est quoi ? C'est-à-dire qu'à force d'utiliser de manière très importante et à plusieurs reprises des antibiotiques en santé humaine et animale, le risque, c'est que ça va faire craindre des impasses thérapeutiques de plus en plus fréquentes. Il faut savoir que les antibiotiques, bien sûr, agissent sur les bactéries nocives, mais également sur nos bactéries utiles à notre organisme. Et en fait,
Ceci a démarré dès les années 40, où les premières bactéries résistantes, c'est un modèle vivant, bien évidemment, donc qui s'adapte et qui va résister. Les premières antibiorésistances à la pénicilline datent de 1940. Par contre, les premières bactéries multirésistantes ont commencé dans les années 70 et depuis les années 2000, les bactéries hautement résistantes surgissent et ne font que croître. Et là, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est un vrai… Le titre au ministère, c'est l'antibiorésistance. Pourquoi est-ce si grave? Parce que qu'est-ce qui se passe donc dans nos systèmes, dans les conséquences au niveau mondial? Ça va être vraiment un très, très grave problème. Pourquoi? Parce que ça progresse extrêmement rapidement et que ça compromet toutes les avancées de la médecine que la médecine a effectué depuis plus de 70 ans. Ça veut dire que l'antibiorésistance pourrait devenir l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Ça veut dire que actuellement, des choses bénignes soignées par antibiotiques, eh bien, à force de devenir antibiorésistant, on n'aura plus de moyens thérapeutiques. Ça veut dire aussi que ça remet en cause tous les actes chirurgicaux, puisqu'on ne pourra plus opérer si on n'est pas capable de couvrir une antibiothérapie. Il y a un article récent qui estime à peu près à 1,3 million par an le nombre de décès attribuables à l'antibiorésistance dans le monde en 1919. Et dans le monde entier, l'antibiorésistance pourrait coûter 100 000 milliards de dollars. Ça veut dire que maintenant, pour quelque chose de relativement anodin, eh bien, on va augmenter ou prendre des antibiotiques de plus en plus forts et de plus en plus chers. Mais de toute façon, c'est un petit peu le chien qui se mord la queue, puisqu'à un moment, il n'y aura plus… en tout cas, c'est un vrai sujet que l'antibiorésistance. Et puis, le troisième enjeu, il est bien sûr climatique, puisque on sait très bien que nos guerres, les réchauffements, l'accès à la nourriture, l'accès à un air correct, l'accès à une eau potable, eh bien tout ça est en lien direct avec la notion de tout ce que tout à l'heure, la définition de l'OMS sur la santé et nos bien-être et la réponse à des besoins fondamentaux. C'est complètement lié. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas raisonner la santé d'un côté, le reste du monde. Nous faisons partie du monde vivant et notre santé, la santé de la planète, est en lien direct avec notre propre santé. Alors, si on fait un petit peu d'histoire, juste pour comprendre ce qui s'est passé et s'approprier. On vient de sociétés dites traditionnelles, primitives, où la santé, voilà, c'est l'individu, c'était une imbrication de animisme religieux, quelque chose de subtil, un monde subtil, des divinations, les guérisseurs, le toucher, les pratiques, etc. Bon, tout ça, ça a existé pendant de très nombreuses années. Et puis au 19e siècle, c'est le début, justement, l'arrivée de notre cognitif, notre savoir. On a considéré la santé comme un capital qu'il fallait entraîner, renforcer, protéger. Et c'est à ce moment-là où on a vraiment considéré une absence de maladie et tous les progrès que ça a pu permettre de par les recherches. Et donc, c'est là, on a commencé par raisonner organe par organe. Et puis le fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est complètement saucissonné. On va voir un médecin pour chaque spécificité, et alors, avec tous les progrès que ça a permis, bien évidemment. Mais c'est à ce moment-là où il y a quelque chose qui est important qui s'est passé, c'est qu'on a scindé, en fait, l'aspect curatif de l'aspect préventif. C'est-à-dire que la médecine allopathique, c'est une médecine qui soigne. Voilà. Donc, on est malade, on va voir un médecin pour nous soigner, avec tous les progrès que ça a permis. Et puis aujourd'hui, vers quoi on est? Parce que voilà, les chiffres sont là. Il y a en fait deux pôles qui sont en parallèle. La médecine digitale, je vais venir, la médecine moderne, où là, on est encore plus spécifique, on est dans la nanotechnique, on est dans la microchirurgie, on est dans la cellule, on verra ce qu'on fait sur l'ADN, c'est absolument phénoménal. Donc, quelque chose d'hyper spécifique, très, très, très pointu. Et en même temps, on est en train de prendre conscience que la santé de produit, on dépend d'un patrimoine génétique, mais qu'on est complètement relié à notre milieu écologique, social et culturel. Et c'est très intéressant, moi je suis une passionnée d'épigénétique, de se rendre compte qu'on a la main sur 40%, qu'on peut être porteur de certains gènes et que de par un changement, une évolution de contexte, on peut déclarer ou pas cette maladie. En tout cas, on a vraiment ce potentiel-là. Donc là, du coup, ça rejoint comment je fais le lien. Donc, il y a cette espèce de double discours et double croissance en même temps. Alors, avant d'aller vers les perspectives et peut-être voir un peu ce qu'il y a plus loin, peut-être il est intéressant de faire un arrêt sur image et voir les enjeux économiques derrière tout ça. Et là, je suis allée sur certains sites financiers, tout simplement,
Et là, en fait, on se rend compte que le e-santé, donc, c'est un marché absolument en pleine expansion. Il y a le Global Health Outlook 2020 qui est sorti en octobre 2019 et qui prédisait qu'entre 2019 et 2023, il y a une prévision de hausse de plus de 160% de la valeur du marché mondial de la e-santé. Alors, comment c'est possible une telle croissance ? J'avais lu aussi quelque chose comme quoi c'était deux fois l'industrie du luxe. C'est quelque chose qui est vraiment exponentiel. Et puis l'industrie pharmaceutique aussi, ça va avec. En tout cas, dans la e-santé. Pourquoi ? Parce que le vieillissement démographique se poursuit, accompagné par une augmentation des maladies chroniques favorisées par nos modes de vie. Favorisées. Bien sûr, le numérique, parce que le numérique, après avoir colonisé nos vies personnelles et professionnelles, va tout naturellement faire incursion dans les usages des patients et des professionnels de santé. Donc, d'ici fin 2019, juste pour la petite anecdote, les ventes de Apple Watch, donc la montre, ont dépassé celles de l'industrie horlogère suisse. Or, cette dernière génération de montres connectées est capable non seulement de monitorer l'activité physique, mais aussi réaliser un électrocardiograme. Ça veut dire que le monde de la tech, les GAFAM en tête, bien sûr, et celui de la santé sont en train de gentiment se rapprocher. Et que sous l'égide de l'empowerment, de comment je vais m'augmenter, les fameuses réalités augmentées, eh bien, en tant que patient, je vais avoir accès à plein de choses. Et en même temps, vous voyez bien toute la croissance et les enjeux économiques qu'il y a derrière. Il y a même petit clin d'œil pour les femmes, puisque dans les femtech, l'Apple Watch va être capable de monitorer son cycle menstruel pour détecter justement les irrégularités et les symptômes. Mais on va voir qu'il y a une médecine préventive et prédictive qui ne veulent pas dire la même chose. Donc, en résumé, la santé, c'est un marché mondial de 6 200 milliards de dollars. Rien que donc le marché mondial est en pleine expansion, aussi bien dans les pays développés qui subissent le vieillissement de la population, d'accord, que dans les pays émergents. C'est là où c'est un jackpot, puisque rien que pour l'Inde, en 2022, donc rien que cette année, le marché de la santé en Inde, parce que justement, il y a un système de sécurité sociale qui est en train de se mettre en place, c'est 320 milliards en une année, avec la construction des cliniques, etc. Donc, c'est quelque chose de gigantesque. Il faut savoir qu'un senior après 65 ans consomme en moyenne 4 fois plus de médicaments que le reste de la population. Alors, du coup, que faire de tout ça, ma bonne dame? Eh bien, il y a l'aspect médecine du futur. Donc, dans l'avenir, de toute façon, il y a fin de quelque chose et puis le début d'autre chose. La médecine sera plus préventive que curative. Alors, il y a soit on pense grâce à la science, au big data, la tech, bien sûr, la notion de faire évoluer une médecine purement curative vers une médecine dite holistique, c'est-à-dire une médecine à 360 degrés qui se place avant, pendant, après, puis autour de la maladie, qui s'intéresse plutôt à la cause qu'à la physiopathologie. Puisqu'en fait, aujourd'hui, on est concentré sur du curatif, sur le signe clinique. Voilà. Et là, on dit qu'on décrit une médecine 4P ou 4.0. Alors, les 4P, c'est quoi? Les 4P, c'est une médecine personnalisée. Personnalisée grâce au big data, alors grâce ou à cause, peu importe. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, les big data et toutes les techniques de décryptage ou de séquençage de l'ADN vont permettre de diagnostiquer, que ce soit des médicaments, que ce soit même un simple régime alimentaire. Ça va être ultra précis et ultra personnalisé. Et ça, c'est juste une suite logique de notre digitalisation et puis de la gestion des données. Ce sera une médecine prédictive. Alors, la médecine prédictive et préventive, c'est pas du tout pareil. Prédictive, ça veut dire qu'on va raisonner en anticipation. Ça veut dire, et je vous laisse imaginer, la possibilité d'avoir une cartographie personnalisée des facteurs de risque et des éléments protecteurs de la santé d'une personne. Quoique aujourd'hui, il nous semble absolument inacceptable sur le plan éthique et déontologique d'utiliser tous ces moyens modernes de médecine prédictive, parce que vous imaginez bien si on classe les personnes génétiquement malades dès leur enfance. Vous imaginez bien, alors qu'ils le seront peut-être cliniquement jamais. Vous imaginez bien ce que ça peut dire en termes de promotion de travail, prêt bancaire, assurance vie, quand on aura une cartographie soi-disant prédictive. En tout cas,
c'est une médecine qui a là-dedans, techniquement, nous en sommes capables. Le troisième P, c'est la médecine préventive, justement, où là, eh bien, il y a toute une partie éducation sur ce que l'on respire, ce que l'on boit, ce que l'on mange. Il y a une partie dépistage, et là, vraiment, c'est la notion de bien-être de l'être humain, la notion de comment je peux prendre peut-être mes responsabilités, mais bien plus précocement. Et typiquement, aujourd'hui, quand on pense que le tabac et l'alcool sont des drogues légales, et qu'on voit tous les dommages que ça crée, voilà, il y a cette notion de conscience et de prévention. Et puis, il y a le quatrième P, c'est la médecine participative. Et là, ça va avec la pénurie en fait des soignants, c'est-à-dire que la médecine va progressivement aller avec des prestataires de soins, une dimension patient, une médecine participative, sortir en fait du schéma classique sachant exécutant pour aller vers du sachant sachant. Et là, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il y ait d'autres liens avec d'autres spécialités et surtout faire le lien avec le 4.0, la médecine 4.0, puisque l'expansion va se faire avec du digital. On est dans une ère d'Internet des objets, comme vous le savez, et bien sûr, la santé ne va pas être exempt de ça, puisque la machine prendra une place de plus en plus importante dans la démarche diagnostique et thérapeutique et même préventive. Il y a une collaboration étroite qui se fait entre le cerveau des neurones et le cerveau de silicium. Alors là, on en est là pour l'instant, mais il y a l'idée de comment on va répondre aux problèmes générés par cette nouvelle médecine. La première, bien sûr, elle est d'ordre éthique. Imaginez bien toutes les manipulations génétiques qu'on peut avoir autour de ce génome. Elle va être bien sûr déontologique, quid du secret médical et des informations personnelles à l'ère du digital. Voilà. Juridique. Vous imaginez bien le travail qu'il y a à faire pour quelle est la responsabilité médico-pénale avec la robotisation. Parce que juste, il va y avoir des robots, il y a 3 types de robots là, qui émergent. Le robot chirurgien, le robot compagnon pour divertir, et puis le robot assistant. C'est là où, en fait, où les médecines vont se démultiplier. Alors, qui est responsable de quoi? Il y aura des enjeux économiques et sociaux, puisque là, vous imaginez bien que toute cette ère du digital ne va faire que creuser, exacerber les disparités qui sont déjà existantes. Et puis, bien sûr, tout ce côté technologique sur la pression 3D et puis ces fameux robots. Alors, je n'ai pas résisté à l'envie de vous montrer les 10 technologies géniales de la médecine du futur. C'était le site que j'ai trouvé. Le premier, c'est l'œil bionique, donc avec une prothèse rétinienne sur des lunettes incrustées qui permettrait justement de rétablir la vue des personnes. Il y a le patch connecté qui peut justement élaborer sous le rythme de la peau, avoir le rythme cardiaque qui s'entend, et donc on pourrait réguler ça. Il y a la gélule dépliable. La gélule dépliable, là, c'est une nouveauté, c'est un peu sur les robots origami, puisque cette gélule pourrait se piloter et aller directement là où c'est utile, soit pour aller chercher quelque chose, soit pour déposer une substance sur un tissu abîmé ou une substance médicamenteuse. Il y a les lentilles de contact pour les diabétiques, où on pourrait mesurer la glycémie dans les larmes. Il y a tout ce qui concerne le selfie d'aide au diagnostic. Vous imaginez bien que les smartphones, voilà, ou être capable par justement un taux de jaune dans son œil, vérifier le taux de bilirubine et voir son état hépatique dans ce cadre-là. Et puis, il y a bien sûr tout ce qui est impression 3D de membres, du sur-mesure par rapport à nos membres. Et puis, il y a la notion de soutien robotisé. Donc, comme là, par exemple, pour divertir, porter des personnes âgées. Et il y a la notion également de stimulateur pour le cerveau, un peu comme le pacemaker du cerveau. Donc là, pareil, sur tout ce qui est troubles obsessionnels, compulsifs, tremblements, maladie de Parkinson ou autres. En tout cas, dans cette médecine du futur, c'est très intéressant de se poser des questions parce que, en fait, le but, c'est quoi? Un des gros problème de notre futur sera la croissance de la population et son vieillissement. Okay, donc, en fait, tous ces progrès vont permettre d'augmenter l'espérance de vie, donc de sauver plus de vies.
Certes, elles vont permettre aussi d'enlever beaucoup de tâches complexes et stressantes aux chirurgiens en prenant des décisions importantes. Mais qui dit augmentation de l'espérance de vie, dit aussi augmentation de la population mondiale. Et cela aura un impact bien évidemment sur l'environnement, car il faudra plus de place pour ces personnes, plus d'énergie et donc une pollution, entre autres digitale, puisque dans notre sphère du climat, il y a évidemment la pollution digitale. La robotisation va donc avoir un impact négatif au niveau social et il y aura des avancées, mais il y aura aussi beaucoup de problèmes. Il y aura des avancées pour régler les problèmes actuels, mais il y aura aussi de création de nouveaux problèmes. Et puis, bien sûr, il y aura un coût derrière tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Et là, c'est en lien direct avec ce que l'on étudie, avec le leadership éthique, puisqu'on a bien vu que nous avons été élevés avec des référentiels extérieurs qui nous ont déresponsabilisés, désidentifiés, on s'est éloigné de notre propre potentiel de santé. On a parlé beaucoup de stress puisqu'on meurt de nos modes de vie, on meurt de notre système, de façon de faire, de façon d'être dans notre spirale de vie, et notre gestion du stress, entre autres bien sûr, des choses très basiques, la respiration et une respiration d'air de qualité, la notion bien sûr d'exercice physique, la notion d'alimentation, la notion de gestion de stress ou de son sommeil. Et là, je voudrais aborder quelques sujets tabous, entre autres notre rapport à la bouffe. Je dis exprès la bouffe, puisque nous mangeons beaucoup trop dénutris. Et là, petit clin d'œil à Catherine qui est dans sa semaine de jeûne. Il y a notre rapport à la nourriture. Nous méritons le meilleur et on soigne. D'ailleurs, c'était Hippocrate qui disait je mange, je suis ce que je mange en fait. Et ne sous-estimons pas l'énorme potentiel que nous avons, ne serait-ce que par notre rapport à la nourriture. Tout ça qui est en lien bien sûr avec notre microbiote. Et notre microbiote, aujourd'hui, c'est une explosion des maladies auto-immunes. Pourquoi ? Parce que ça va avec l'antibiorésistance, une mauvaise alimentation, les facteurs environnementaux. Il y a certains médicaments, en fait, et du coup, je flingue des levures, des bactéries qui me sont absolument nécessaires. Et le microbiote digestif et intestinal, eh bien, c'est absolument nécessaire. Et un des ennemis du microbiote, eh bien, c'est notre stress. Autre aspect, un tabou vis-à-vis du repos. Dans notre logique du toujours plus, eh bien, ou du culture de la souffrance, eh bien, dormir ou se reposer, c'est du temps perdu. C'est l'exact opposé, puisque là, dans notre système, et les neurosciences le démontrent, on a un système nerveux orthosympathique où je suis dans le fer, et le parasympathique, donc cette fameuse vagotonie, cette fameuse nerf vague, qui est absolument nécessaire, puisque c'est quand je suis dans un état de repos, donc ça veut dire quand je dors, quand je sieste, quand je médite, quand je ne fais rien, que je laisse une chance à mon corps de faire son job qu'il sait très bien faire, qui est détoxifier, mémoriser, nettoyer, etc., etc. Donc là, pareil, personne ne dormira à ma place. Et là, il est vraiment grand temps de faire quelque chose sur cette culture de la souffrance. Et ça, on peut même aller plus loin, puisque aujourd'hui, notre seule civilisation dite occidentale est la première civilisation à s'être complètement éloignée des états de conscience modifiés en lien avec notre sommeil. Il faut savoir que quand on dort et quand on est dans des états de conscience modifiés, eh bien, c'est dans ce sommeil profond qu'on sécrète l'hormone de croissance, et ça jusqu'à notre dernier jour, qui fait tout, en fait, cette hormone de croissance. Et là, pareil, le fait qu'on se couche de plus en plus tard, qu'on soit sur les écrans, on dort de moins en moins, c'est en gros un suicide à petit feu. Donc, cette notion et il y avait, à l'époque grecque, il y avait les cliniques du sommeil, donc pendant ces états de conscience modifiés. Alors bien sûr, il y a des choses toutes simples, on les connaît, manger équilibré, voilà, activité physique, boire de l'eau, dormir, éviter de fumer et limiter la consommation d'alcool, mais pas que, parce que si on va un peu plus loin, et là il y a les liens avec nos pharmacies intérieures et le pouvoir de notre pensée, on est neuroplastique, on crée des connexions neuronales absolument constamment, ce qui fait que c'est là le lien avec notre potentialité, puisque une pensée va induire une action une habitude, un comportement, et que du coup, je peux changer n'importe quel type de comportement si je fais évoluer la pensée initiale. Et là, il y a cette notion de prendre ses responsabilités et de remettre un point sur le pouvoir de notre pensée. On a besoin de penser, c'est d'ailleurs l'être humain est le seul animal, d'accord ?
c'est Frédéric Lenoir, que je cite, qui a développé des croyances dans un monde invisible, non perceptible par ses sens, pour donner du sens justement à son existence, et qui est une explication au mystère du monde et pour dépasser l'angoisse de la mortalité. Alors là aussi, peut-être qu'on pourrait un peu désacraliser tout, parce qu'à partir du moment où l'on est, eh bien, nous allons mourir. Ça, c'est une certitude, c'est peut-être la seule d'ailleurs. Et qu'entre-temps, on essaie d'être une version à peu près potable et fréquentable, et que cette notion de en quoi j'ai décidé de croire. Et là, on a nos grandes histoires collectives qui peut-être serait intéressant de revisiter. Et là, je fais un clin d'œil à Miloud, parce que dans The Week, avec Frédéric Laloux, eh bien peut-être sortir le récit collectif de la loi du toujours plus pour passer vers une logique du mieux. Et donc, en fait, c'est bien se rendre compte que je suis mon grand souci, c'est moi, et que par mon pouce, je peux mettre off à certains accès, des décisions que je peux prendre. Mais on peut aller, donc du coup, ça va avec qu'est-ce que je décide de vibrer, en fait. Mais si on va encore plus loin, et là, c'est le dernier sujet tabou, un sujet qui fâche dans notre médecine actuelle et dans notre science actuelle, c'est le fameux effet placebo, les fameux guérisons spontanées. Parce que là, et c'est ce qui coupe, en fait, tout accès aux thérapies complémentaires, encore actuellement, parce que on n'arrive pas à l'expliquer et qu'on essaye de rentrer dans des pipettes de façon reproductible des phénomènes qui ont toujours existé et qui fonctionnent. Et d'où l'aspect aujourd'hui de la médecine intégrative. Et là, ce qui est très réjouissant, c'est que la physique quantique commence à aborder ça. Donc, bien sûr, il y a l'épigénétique, la physique quantique, tout ce qui est transmission vibratoire et la fameuse neuropsychoendocrinologie qui est vraiment la notion on est que des champs électromagnétiques qui vibrons et qui interagissent avec tout. C'est pour ça que la nature, c'est au Japon où la première prescription en cas de dépression, c'est aller faire des bains de forêt parce que justement, on est dans ces champs de nature. Et là, alors pareil, je vous montre quelques littératures, c'est juste pour vous montrer que c'est évidemment pas moi qui l'invente. Il y a tout ce potentiel qui aujourd'hui n'est pas du tout exploité, des livres que je vous recommande, qui sont dans et celui-ci qui est très intéressant puisque c'est un neurologue conventionnel qui a écrit Le cerveau m'a beaucoup déçu, l'esprit non. Rappelez-vous tout à l'heure les mortalités Alzheimer ou autres, ou Parkinson, eh bien il parle lui de guérison spirituelle, donc comment moi je reprends mon potentiel pour décider ce que j'ai décidé de penser en fait. Donc bien sûr que notre santé d'être heureux, c'est bon pour ma santé, et qu'il y a l'idée de ne pas attendre que le monde aille bien pour aller bien. Je reprends la notion de responsibility et que un champ vibratoire par rapport à une cellule, donc dans sa biochimie, la plus petite unité, permet de réorganiser son cerveau et d'autres connexions neuronales. Donc, je suis bien aussi un médecin pour moi-même. Donc, il y a cette notion j'ai un corps, un terrain, à moi d'en prendre soin pour éviter d'être malade et je n'irai voir le médecin que quand vraiment j'ai déjà fait le job. Et aujourd'hui, c'est reprendre un petit peu ce pouvoir donné à la médecine allopathique et se remettre en route là-dessus. Là, c'est une de mes dernières lectures et je voudrais aborder cette notion de médecine intégrative. Alors, on en est là. La Suisse, le CHUV de Lausanne propose des soins. Alors, je vais le dire, il y a l'hypnose, il y a le yoga, il y a tout ce qui est accompagnement fin de vie, tout ce qui est antalgique, et c'est absolument magique. Il y a Monaco qui l'a mis dans au ministère de la Santé, qui maintenant prend les médecines intégratives, l'art-thérapie, l'acupuncture, tout ça, l'hypno-analgésie. Il y a l'arrivée des états de conscience modifiés avec l'approche des psychédéliques. Et puis, mais par contre, ça se heurte encore à une médecine dite conventionnelle. Et l'idée, c'est pas l'un ou l'autre, c'est le « et ». Autrefois, la philosophie cohabitait avec la médecine. Et puis aujourd'hui, on est complètement scindé. Et l'idée, c'est de revoir avec les compléments alimentaires, la qualité de vie, etc. La notion de vitalisme aussi, ça a été quelque chose de très présent parce que c'est pas une cellule, un corps inerte, mais c'est bien quelque chose de vivant avec une espèce d'énergie. On parle de quelque chose qui nous dépasse. Et puis l'hygiénisme, l'hygiénisme, ça a été aussi une période de médecine. C'est grand temps en fait de se réapproprier et d'inventer sa propre médecine avec tout ce qui est proposé. Donc, pour conclure,
Et je voulais faire un petit clin d'œil à Marie-Pierre Brie, puisque Marie-Pierre Brie, qui travaille beaucoup dans l'école de médecine à Lyon, elle m'a partagé que depuis l'année dernière, il existe un DU, médecine, méditation et neurosciences, à la fac de Lyon en tout cas, et puis un DU de médecine et compassion. Alors voilà, le DU arrive, il n'y a pas encore d'étudiants dedans, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister. Et puis, parce que moi, pour conclure, il y a quelque part, et ça c'est quelque chose un peu de spirituel, en tout cas moi c'est moi, en acceptant de mourir, c'est peut-être accepter de vivre du coup, et de prendre soin de sa santé.